Donc bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Donc je suis venu vous parler des attaques XSS, comment ça se passe avec Ruby et comment on peut s'en protéger avec ERB. ERB qui l'utilise, qui l'a déjà utilisé? Ok. 50% à peu près. Donc on va d'abord commencer par qui je suis. Donc on me demande toujours mon pseudo, comment on le dit. En fait c'est mon trigramme en hexa, donc je mets un 0x devant. Comme ça, certains moteurs de template m'appellent 3518, parce que si on traduit ça en hexa, ça change le truc. Je suis expert en sécurité applicative depuis une quinzaine d'années, et j'ai fait différents langages. Donc, je suis passé par PHP, Java, et maintenant je fais du Ruby depuis 4 mois. Donc je découvre un peu le sujet. Et en parallèle de ça, donc, je suis leader du chapter France OWASP. Donc l'OWASP, c'est une association internationale, c'est essentiellement aux États-Unis principalement. Et donc je suis l'un des représentants pour la France, du Chapter France. Et c'est connu pour différents projets, notamment le Top 10 OWASP. Ça doit vous parler, certains clients vont peut-être prononcer ce mot-là. Et donc on organise tous les mois un meet-up. Le prochain, c'est le 15 septembre, si vous voulez vous joindre à nous, et parler de sécurité applicative. Alors, on va terminer là pour l'introduction, et maintenant on va parler de XSS avec Rails. Donc, quelqu'un m'a dit, les attaques XSS avec Rails, on craint rien. Pas de souci, Rails est magique et il fait ça très bien. Bon, ça c'est à peu près ma tête après. Je sais très bien que le XSS est très compliqué à s'en prémunir, c'est l'une des plus difficiles. Et ça m'a un peu étonné. Alors moi qui ai fait un peu de Rust auparavant, je me suis peut-être loupé quelque chose. Ruby serait plus safe. Donc voilà, donc, il fallait que j'investigue un peu les choses. Et je vais vous faire part de mes résultats, de ce que j'ai trouvé et de ce que j'en ai conclu. Alors en fait, il y aura plein de problèmes. C'est pas lié propre à Ruby, hein. Tous les langages sont dans le même panier. Il ne faudra pas s'inquiéter. Alors, pour la présentation, on va d'abord rappeler quelques contextes sur le templating, comment ça marche, parce qu'on va hacker le moteur juste à la fin de la présentation, on fera une démo en live. Comment prendre la main sur le serveur, grâce au moteur de template. Ensuite, on fera des attaques, on verra ce que c'est le XSS, histoire que tout le monde ait les mêmes notions de vocabulaire. Et ensuite, dans les points 3 et 4, on va parler des méthodes qu'on a pour se protéger du XSS et comment on les applique en ERB. Quels sont les mécanismes qu'on a à notre disposition. Et enfin, point 5, on verra toutes les erreurs à ne pas commettre. Il y en a certains qui sont faciles, d'autres un peu plus vicieuses. Et après, on fera une conclusion, on verra ce qu'on en pense de ERB et si on peut vraiment l'utiliser en prod. Templating. Alors, le templating, c'est un moteur de template, le template processor, donc là c'est là où il y a ERB, et dans lequel on va faire injecter un template au format ERB, avec le langage ERB, et des données. On va lui faire manger le tout, et il va nous cracher du HTML. Alors ça peut être du HTML, mais aussi du YAML, enfin YAML, XML, ce que vous voulez en sortie, pour un fichier structuré. Alors les templates processeurs, en fait, on en a plein, à la fois dans le monde Ruby, j'en ai listé 4, j'imagine qu'il y en a bien d'autres encore, et après dans le monde Jinja en Python, je pense que c'est assez connu, Twig en PHP, Teamleaf en Java, et Pug pour JavaScript, c'est peut-être l'un les plus connus dans les autres langages. Donc on va se focaliser sur ERB, qui est celui par défaut utilisé par Rails. Alors Rails est une architecture MVC, donc le moteur de template va s'opérer au niveau de la vue, c'est la vue qui va lancer le moteur de template et aller mélanger le template et les données ensemble, et pour ça, Rails a choisi d'utiliser eRuby, donc eRuby sans S depuis la version 5.1, c'est celui qui est utilisé. Après, il n'y a pas réellement de différence entre le ERB standard, eRuby, c'est eRuby, je n'ai pas trouvé de différence en termes de sécurité. Apparemment, eRuby serait plus performant, mais ça, moi, je ne l'ai pas testé. Alors voilà à quoi ressemble un template ERB. En gros, on va mélanger du JavaScript, du HTML et du Ruby, et en fait, on va prendre tous les défauts et on va cumuler les erreurs de tout ça dans un seul fichier qu'on appelle ERB. Donc ça finit par un point ERB, donc en fait, tous les linters sont un peu perdus parce qu'ils ne vont jamais linter du HTML dans un fichier ERB. Du coup, là c'est juste pour partager la notion de templating. Maintenant, on va s'attaquer au XSS. Qui a déjà pratiqué le XSS? Qui a déjà fait une attaque XSS? Ok. J'ai un CVE sur la Junior qui meurt en XSS. Donc pour cette présentation, on va s'attacher. Donc il y a deux types de XSS. Enfin, deux types. On va se focaliser. Donc le XSS, c'est on va exécuter du code malveillant sur le navigateur d'une victime qui navigue sur un site légitime. Elle est sur le site de sa banque, c'est pas un site pirate ni quoi que ce soit.
c'est sur le site de sa banque. Et pour ça, on a deux moyens, deux types de XSS qu'on va retenir. Les XSS réfléchis, d'un côté, donc là, on va modifier les paramètres dans l'URL pour pouvoir exécuter du code dans l'application. Ou alors les XSS stockés, donc là, on va injecter un commentaire, un message dans un forum, qui va ensuite être exécuté quand la personne va afficher le message. Donc ça, c'est les deux patterns qu'on a. Il faut savoir qu'il y a un troisième pattern qui existe, qui est le DOM-based XSS. Donc là, c'est plutôt pour tout ce qui est SPA, donc React, Angular. Je l'ai grisé parce qu'on ne va pas s'en occuper. Mais si vous utilisez jQuery, vous êtes concerné aussi. Voilà. Donc, petite démonstration. Alors, réalisée sans trucage, mais pour la présentation, j'ai fait des screenshots. Vous avez l'URL de la démo, si vous voulez télécharger le tuto. Ici, on a un simple moteur de recherche. Alors, il est tellement bête, ce moteur de recherche, qu'il ne trouve rien. N'attendez pas qu'il vous trouve quelque chose, mais en fait, on se rend compte tout de suite que le mot-clé qu'on recherche est réaffiché dans la page. Et ça va nous permettre ici de... là, on va lui ajouter du JavaScript, et bêtement, il va l'exécuter. Alors, si on veut comprendre ce qui se passe derrière, enfin, comment le navigateur exécute ça, il faut afficher le code source. Alors, le code source en faisant CTRL-U sur votre navigateur, et pas le DOM interprété, vraiment le code source comme ça, tel qu'il est généré par votre backend Ruby. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre backend renvoie du HTML, et donc notre navigateur l'interprète tel qu'il reçoit le HTML. Et donc ici, il n'est plus capable de distinguer le template des données qu'il a reçues. Donc le donné, on lui a donné un mot-clé script et du code de JavaScript à insérer dedans. Donc lui, le navigateur, on ne peut pas en soi lui en tenir pour responsable, puisque va falloir l'aider pour distinguer les deux choses. À la fois le code HTML qu'il doit exécuter et les données qu'il doit afficher. Donc pour ça, on a deux moyens de gérer ça. Alors le premier moyen, ça serait de ne pas faire de HTML. Si on ne fait pas de HTML, on ne produit que du JSON, on n'a plus de XSS. Voilà, donc solution simple. Alors si vous avez une API, c'est faisable, moyennant quelques messages d'erreur, des pages erreur 500, des trucs comme ça, des swaggers que vous avez dans un coin ou autre que vous voulez quand même afficher. Mais en soi, vous pouvez vous affranchir de tout ça. Mais dans certains cas, donc du coup, le HTML est quand même nécessaire et on va en avoir besoin. Donc pour ça, on a deux moyens. On va déjà faire de l'input filtering. Donc on va supprimer toutes les balises qu'on ne veut pas dans le texte qu'on va afficher. Donc là, dans notre exemple qu'on a vu avant, on aurait pu enlever la balise script. Comme ça, on n'aura pas eu de problème d'exécution. Mais ça, moi, personnellement, j'aime pas trop cette méthode parce que ça altère la donnée de l'utilisateur. On a enlevé des données de la donnée qu'on a voulu afficher. Donc ça peut arriver à des incompréhensions. J'ai saisi ça et je me retrouve avec ça à la fin. Ça peut être bizarre. Et je préfère m'appuyer sur l'output encoding, l'output escaping, qui est l'échappement en sortie. Je veux afficher quelque chose en HTML, et donc du coup, il va falloir que je l'encode en HTML pour que ça soit correctement affiché. Donc, encodage en HTML, c'est des HTML entities. Donc tous les caractères spéciaux doivent être encodés en HTML entities. Et donc, nous allons voir ça maintenant avec ERB, comment ça se passe. Alors, l'input filtering, le sanitize pour le nettoyage des balises qu'on ne veut pas. Donc, ERB le propose, une fonction sanitize. Perso, je ne l'ai pas testé. Je vous en dis la raison. Et donc, je vais plutôt m'attarder sur l'échappement en sortie, output encoding. Donc, pour ça, il faut faire l'output encoding dans le bon contexte. Donc, est-ce que tout le monde voit le contenu ici? Si on prend le premier, user color, on est dans quel contexte? Est-ce qu'on est en HTML, par exemple? On est en CSS. Et donc, en CSS, on escape avec un backslash devant le caractère qu'on veut afficher, ou encore mieux, backslash et l'entité, le code exa du caractère. On revient toujours à la problématique d'exa. Si on prend le deuxième, du coup, le deuxième, il est assez facile. Si on prend le username ici, HTML. Donc là, on utilise les HTML entities. Donc là, vous voyez déjà le bordel que c'est pour faire tout ça. On va continuer. User account URL. Dans quel contexte on est? URL. Donc en URL, on encode en URL encode, donc percent encoding. Pareil, l'idéal, c'est de mettre le code exa derrière et pas la lettre. Et enfin, le dernier, du JS. Et est-ce que ça a un effet quand vous faites du HTML entities en JS? Rien du tout. Le code sera exécuté.
Donc là, si vous faites du HTML escape pour user ID, eh ben, le code qui sera dans la variable sera exécuté. Donc on met des backslash, idéalement des backslash x plus ce code exa, ou juste on double les backslash quand vous avez des caractères spéciaux. Donc, voilà, donc là, on voit qu'on a un beau bordel. Va falloir gérer tout ça. Alors ça tombe bien, ERB nous propose des helpers à disposition. Donc on a le HTML escape, qui lui fonctionne plutôt bien, à défaut qu'il ne fait l'escaping que de certains caractères, ceux qui sont présents dans les tags HTML. Donc en fait, vous avez à un moment donné certains caractères qui ne seront pas encodés dans tous les contextes. Ensuite, on a de l'URL encode, donc lui, on va pouvoir faire effectivement notre encodage avec les espaces en %20, tout ça. Sauf que, si vous mettez une adresse absolue, le HTTP : les deux points / vont être retrouvés encodés. Donc en fait, son usage est un peu hasardeux, on ne va pas savoir comment on va faire avec les URL absolues. Escape JavaScript, en soi, il marche plutôt bien, celui-là, il est assez complet. Mais en gros, parce que du coup, on a un autre problème, c'est qu'en CSS, on n'a rien, on n'a pas de fonction qui nous permet ça. Alors on pourrait peut-être utiliser l'escape JavaScript, ça marchera vu que c'est un backslash qu'on doit faire. Au pire, vous aurez des CSS qui ne marchent pas, mais au moins vous serez protégé par le XSS. Mais en fait, on n'a pas besoin de mettre de JavaScript et de CSS parce que vous ne devriez pas avoir de JavaScript, de bloc JavaScript et de bloc style dans vos fichiers HTML. Normalement, on ne devrait pas l'avoir. Tout doit être dans des fichiers à part. Le JS dans un .js, les CSS dans un .css. Et du coup, maintenant qu'on a vu un peu les différentes fonctions, on va pouvoir voir tous les problèmes qu'on peut avoir avec tout ça. Alors, j'ai classé par 4 catégories, mais c'est pas forcément évident. On a tout d'abord tout ce qui va être échappement des variables qui ne vont pas être échappées. Donc, on va commencer par ça. Par défaut, Rails nous propose de faire du HTML escape. Donc, depuis Rails 3, vous n'avez plus besoin de l'écrire. Alors c'est encore plus vicieux, hein, parce qu'en fait, quand vous écrivez le code qui est à droite, eh ben, vous pensez qu'il est safe. Exactement, il est safe, mais vous ne savez pas pourquoi ça a été sécurisé. Parce que Rails l'a fait par magie pour vous. Sauf que si vous faites ça dans un autre contexte, en JavaScript, en CSS, bah, ça ne va pas marcher. Le code va s'exécuter. Donc, comme c'est par défaut, il y a des moments où il va falloir le désactiver. Et donc Rails nous propose une fonction qu'on appelle HTML safe. Ça va nous permettre de désactiver l'échappement en sortie. Alors j'aime bien le nom de la fonction, HTML safe. Est-ce que vous avez l'impression de bypasser des solutions de sécurité là? Si vous prenez en React, ça s'appelle dangerously set inner HTML, ce qui est comme un peu plus explicite. En Angular, bypass security. On sait ce qu'on fait. Là, on ne sait pas trop ce que ça fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, une fois qu'on fait ça, ça renvoie un safe buffer, donc c'est le type de la variable qu'on peut trouver derrière. Sauf que le safe buffer, on va pouvoir le pourrir juste après, mais ça c'est une autre histoire, on verra après. Pareil, on a un autre helper qui s'appelle raw. Alors lui aussi, raw, encore une manière explicite de dire qu'on ne veut pas de output encoding, et on va afficher le HTML en brut. Et comme si ça ne suffisait pas, ERB aussi a mis sa sauce en plus, et on a une séquence pour dire que c'est unescaping, donc on met égal, et on bypass l'encoding derrière. Donc on voit que ça devient compliqué de gérer tout ça. Enfin, l'attention est assez forte à porter dessus. Et comme si ça ne suffisait pas encore, on peut rajouter des content tags comme ça, et on peut volontairement dire escape égale false. Donc là, c'est un peu plus explicite, mais c'est encore une façon de bypasser le mécanisme mis en place par Rails. Et ça, même l'escaping, il est fait dans un contexte HTML. Donc si vous avez du JavaScript, par exemple une méthode onClick, et que vous voulez insérer du JavaScript, ben, ça va être exécuté. Donc on a parlé tout à l'heure du poisoning, de pourrir des safe buffers. En fait, un safe buffer, il y a eu beaucoup de problèmes au début de Rails 3, Rails 4. Après, moi j'ai essayé avec Rails 6 et Rails 7, ça ne marche pas. Mais on pouvait modifier le contenu d'un safe buffer, injecter du HTML ou du JavaScript dedans. Bon, là, c'est GSub qui est utilisé ici. Et en fait, on pouvait se retrouver avec du HTML dans un safe buffer. Et c'est important parce que ERB, il regarde, est-ce que c'est un safe buffer? Si c'est un safe buffer, je t'affiche tout de suite. Je ne fais pas d'output encoding. Donc en fait, là, si vous avez différentes séquences qui sont dans votre code, dans votre contrôleur, qui aboutit à un safe buffer, en fait, ERB, lui, va l'afficher tel quel parce que c'est un safe buffer. Alors ils ont rajouté un truc, maintenant il y a un tag qui s'appelle HTML safe. Dès qu'on veut jouer un peu trop avec le safe buffer,
le HTML safe passe à false maintenant. Donc du coup, il y a un contrôle, s'il est à false, alors je réencode derrière. Mais quand on réencode, en fait, on va réencoder des choses déjà encodées, donc ça devient vite le bordel si on veut s'amuser avec ça, donc à éviter. Alors du coup, là, on a parlé de façon de comment je bypass les fonctionnalités mises en place par défaut par Ice. Maintenant, on va s'attacher à comment j'encode dans le bon contexte, puisque par défaut, on fait du HTML escape, et c'est là où ça devient vite le bordel, parce que si on fait ça, par exemple, donc là, je suis dans un blog JavaScript, hein, par défaut, Rice me fait le codage en HTML entities, et donc si on inclut, je ne sais pas si vous voyez tous, mais l'unsafe string en bas, il y a 1000, point virgule, et on fait un alert devant. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'exécuter? Effectivement, ici, ça va s'exécuter parce que on a bien le point virgule qui va être interprété, et on aura 2 lignes de code en JavaScript. Alors pareil, on aurait pu faire un backslash n, backslash r, et faire un retour chariot, et du coup, on aurait notre exécution de code. Donc, voilà, donc ça devient vite le bordel, et là, je parle que de JavaScript, mais après, il faut faire CSS et URL en code. Donc ça devient très compliqué. Et puisque dans notre modèle ERB, on a du HTML et du JS, eh ben, on va se retrouver avec toutes les merdes de ces langages. Donc, tout ce qui est... par exemple, là, tout en haut, j'ai pas mis les cotes dans classe. Il manque les cotes. Et du coup, ça va permettre à un attaquant de continuer mettre une classe, mais il va pouvoir mettre les cotes et enchaîner sur d'autres attributs, sur un click, sur un DOM event quelconque, et exécuter son code. Donc ça, simplement parce que j'ai oublié les doubles cotes. Les links, donc les deux en dessous sont un peu pareils, c'est qu'on met un lien absolu. Et donc dans un lien absolu, on ne maîtrise pas si c'est du HTTPS ou du JavaScript de points, les URI comme ça, ou du data de points. Enfin, tout ça permet d'exécuter du code. Donc là, ça devient un peu compliqué. Donc solution à éviter, hein, ce genre de choses. Et puis après, on a tous les blocs CSS, les blocs JavaScript, les evals en JavaScript. Enfin, on hérite de tout ça. Donc bon courage. Hein. Et comme si ça ne suffisait pas, on en a un nouveau. Puisqu'on utilise un moteur de template, on va se retrouver avec une nouvelle vulnérabilité propre au moteur de template, qu'on appelle Server-Side Templating Injection. Donc là, on va injecter du code dans le moteur de template. Et donc, pour cette démo, donc là, je vais vous la faire en live. Vous avez le code source sur mon GitHub, et c'est réalisé sans trucage par des professionnels, donc à éviter de reproduire ça en production. Du coup, si tout marche bien, donc j'ai une application Rails qui tourne. Si vous voyez le code source, le point d'attention apporté ici, je ne sais pas si quelqu'un a fait déjà du render inline pour rendre un template. Et du coup, en fait, le template, il est manipulé plus haut. À la ligne 6, on va modifier le template à la volée. Et c'est ce qui va introduire la faille. Et donc, j'ai mon serveur Rails qui tourne en tâche de fond. Et du coup, je vais lancer un outil qui s'appelle tplmap. Et tplmap, eh ben, il va me donner un shell sur le serveur. Donc là, je peux exécuter ce que je veux dans les droits d'exécution de l'application, enfin les droits de l'utilisateur de l'application. Donc là, je peux m'amuser à faire un ls, et je peux faire un mkdir. Qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive comme... Comment? Par IRB? J'ai entendu ça. Ça marche, hop là. Et donc, vous le voyez qu'il est créé sur le serveur derrière. Donc en fait, grâce au moteur de template, on peut s'amuser à exécuter du code. Alors on arrive à le voir assez facilement, déjà avec mon pseudo, j'arrive à voir ce genre de choses, 0xDBE, ça, à un moment donné ça va changer en chiffres, mais après si vous arrivez à faire des opérations, vous mettez 7 x 9 et vous voyez comment ça se réagit, si ça résout l'opération, c'est que c'est bon. Et donc après, je peux faire tout ce que je veux dessus, et je vais juste vous montrer les façons d'appel. Donc tplmap, je l'ai passé avec 2 options, je sais que c'est de l'ERB derrière, et je lui passe la valeur que je veux, le champ que je veux utiliser de l'application. En fait, il y a une méthode post, et je lui dis dans quel champ il doit aller injecter le code. Parce que derrière ça, tplmap s'amuse à faire... retraduit mon ls. Le ls, je ne l'ai pas envoyé directement au serveur. Hein. C'est tout un tas de... Ça a été transcodé dans un langage par tplmap, en fait, pour que ça soit interprété par ERB et qu'il m'exécute ma commande finale. Donc, on a vu la petite démonstration. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure maintenant de ERB? Donc, effectivement, en prévention, il nous propose des fonctions de sanitize, des fonctions d'escaping,
à utiliser avec précaution, enfin, il faut dans le bon usage. Et après, faire très attention à toutes les problématiques qu'on a derrière. J'en ai cité quelques-unes, mais sûrement pas tout. Hein. Je n'ai pas fait l'inventaire de tout. Personnellement, j'utilise un outil qui s'appelle SameGrep pour parser toutes mes erreurs ici. Mais un linter classique aura beaucoup de mal à vous détecter ça. Je sais qu'il y a certains linters Ruby qui permettent... RBLint, non, il y a Breakman déjà qui. Il y a Breakman, ouais. Donc, Ça aide déjà. toutes les règles de Breakman sont dans SameGrep. En fait, ils ont repris toutes les règles. Et SameGrep en a rajouté, mais ouais, Breakman déjà peut en faire un bon. Et après, pour tout ce qui est HTML et JS, là, il faut tuner votre linter pour qu'il prenne en compte ces fichiers-là. Donc du coup, moi, il ne faut pas trop me parler de RB. Par contre, est-ce qu'il y aurait un meilleur moyen de faire? Est-ce qu'un autre moteur de template, HTML, Liquid, je ne sais pas si vous avez déjà testé, j'ai vu qu'on pouvait mettre Slim, il y a une intégration possible avec Slim dans Rise. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui pourrait faire de l'échappement automatique en fonction du contexte? Ou est-ce qu'on aurait des libs externes qu'on pourrait utiliser pour faire un échappement plus propre et plus simple? Voilà. Je vous remercie de votre attention et puis si vous avez des questions.